Bonjour Monsieur Dame, ici Éric Leray pour l'émission Occident. Alors aujourd'hui l'actualité, on en a parlé plusieurs fois dans les émissions de Lux Media, de Trump bien sûr, mais là on va voir le regard de Guy Miller que vous connaissez. C'est un économiste, un philosophe, un géopoliticien, un spécialiste de l'Amérique, mais pas seulement, hein. Il connaît bien la Russie pour parler la langue, il connaît bien la culture japonaise, enfin il a beaucoup de potentiel qui lui permet d'avoir un regard original souvent et pertinent le plus souvent. Alors là, c'est surtout l'affaire des archives de la Maison-Blanche. Alors la question que je vais vous poser, Guy, c'est que, et je ne remonte pas jusqu'à Hoover qui avait, comme on le sait, pas mal de dossiers sur pas mal de monde, mais on a vu Clinton qui avait le terminal informatique dans sa salle de bain, qui gérait donc les affaires étrangères de sa salle de bain. On a vu la plupart des présidents ont tendance à partir avec quelques caisses, et puis on a vu Biden qui avait eu le même problème en fait, il avait gardé. Comment ça se fait qu'on s'intéresse à Trump en particulier et qu'après New York, on en a parlé plusieurs fois, on connaît la réponse, mais j'aimerais avoir la vôtre. Donc comment ça se fait que là on s'interpelle et on essaye de bloquer à nouveau la procession de Trump vers les élections de 2024? Mais je dirais que pour comprendre ce qui se passe en ce moment, il faut remonter, je pense, à 1960, voire avant. Je dirais qu'au début des années 50, pas exactement, à la fin des années 40 et au début des années 50, le Parti communiste aux États-Unis avait acquis de l'influence. Cette influence s'est trouvée cassée par le fait qu'il y a eu deux affaires qui montraient que des espions communistes à la solde de l'Union soviétique avaient infiltré les administrations américaines. L'administration de Franklin Roosevelt d'abord et ensuite l'administration de Harry Truman. Et donc, il y a eu deux procès. Un premier procès qui a concerné quelqu'un qui s'appelle Alger Hiss, qui avait été effectivement euh, très proche de Franklin Roosevelt pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale et qui avait eu une influence très néfaste sur lui. Et ce Alger Hiss était quelqu'un qui devait travailler au sein de l'administration de Harry Truman. Quelqu'un qui était rédacteur en chef de Newsweek, quelqu'un qui s'appelle Whittaker Chambers, a révélé qu'il avait été espion lui-même à la solde de l'Union soviétique. Et il a dit, je ne peux plus continuer à me taire, je ne suis plus espion à la solde de l'Union soviétique, j'ai complètement changé de position, mais mon chef de réseau s'appelait Alger Hiss et il a apporté des preuves. Donc, à la place de rester dans l'administration Truman, Alger Hiss a fini en prison. Et une deuxième affaire s'est rajoutée à celle-là, l'affaire de Julius et Ethel Rosenberg, qui ont été accusés avec preuve à l'appui, d'avoir transmis les secrets de l'arme atomique américaine à l'Union soviétique. Et si Alger Hiss a fini en prison, les Rosenberg, eux, ont fini sur la chaise électrique parce qu'ils ont été condamnés à mort. Le Parti communiste américain, dans ces conditions, a été non pas interdit, il n'a pas été interdit, il n'a jamais été interdit aux États-Unis, mais il a eu, disons, très mauvaise presse. Et comme il a eu très mauvaise presse, je dirais que plus personne ne voulait entendre parler du Parti communiste. Ça a duré jusqu'à 1960. En 1960, un mouvement s'est constitué qui s'est appelé la Nouvelle Gauche. Et la Nouvelle Gauche était constituée d'anciens communistes qui ne se disaient pas communistes, qui se disaient anti-communistes. Et ces gens ont utilisé les stratégies mises en place et élaborées, conçues par le communiste italien Antonio Gramsci et ont décidé de mettre en place une stratégie d'infiltration de tous les appareils politiques, économiques, culturels, éducationnels américains, et c'est ce qu'ils ont fait. Et je dirais que le dernier étage de l'infiltration, elle a concerné d'abord l'université, ensuite l'enseignement secondaire, la presse, etc. Le dernier étage de l'infiltration, c'était le Parti démocrate. Et le Parti démocrate était complètement tenu
par des gens issus de cette nouvelle gauche, donc constituée de gens qui venaient essentiellement du communisme. Le Parti démocrate était complètement tenu à partir de l'élection de Barack Obama. À partir de ce moment-là, je dirais que ces gens-là pensaient qu'ils pouvaient complètement tenir les États-Unis et transformer radicalement les États-Unis. D'ailleurs, Barack Obama n'avait pas caché son projet, puisque quelques jours avant d'avoir été élu un premier mandat, il a dit: nous sommes à quelques jours d'une transformation radicale des États-Unis. Et donc, sous Barack Obama, s'est constitué ce qu'on appelle, à juste titre, l'État profond aux États-Unis. C'est-à-dire que Barack Obama a mis des gens d'une extrême gauche très proche du communisme dans tous les appareils américains. Ça a été le cas dans l'université. Il a renforcé leur position au sein des médias et il a mis en place en plus des juges et des procureurs qui sont des gens de cette obédience. Et donc tout devait continuer dans cette direction qui aurait fait des États-Unis un pays de parti unique, qui ne dirait pas son nom. Ce parti unique aurait été le Parti démocrate. Et Donald Trump, qui est un patriote américain, a dit: je ne peux pas laisser faire cela, et il a décidé de se présenter à l'élection présidentielle en 2015, au printemps 2015, fin du printemps 2015, et tout le monde s'attendait à ce que sa candidature ne dure pas. Quand les gens de la nouvelle gauche qui tenaient et qui tiennent toujours le Parti démocrate se sont aperçus qu'il avait une chance de gagner, ils ont décidé de tout faire pour torpiller sa candidature. Ils ont commencé à faire cela en juillet 2016. Et c'est à cette époque-là qu'a été inventé le dossier de la collusion avec la Russie, entre guillemets. Et ce dossier est un dossier complètement faux qui visait à présenter Donald Trump comme un candidat qui était complètement soutenu et téléguidé par la Russie de Vladimir Poutine. Et ça n'a pas empêché Donald Trump d'être élu président en 2016. Après son élection, pendant toute sa présidence, Donald Trump a été harcelé par des gens venus de la nouvelle gauche, entre guillemets, qui voulaient le faire tomber. Et c'est pour cela que le dossier de la collusion avec la Russie, entre guillemets, a été utilisé encore et encore. C'est pour cela que le procureur spécial Mueller a été nommé. Il a essayé de faire chanter des gens en leur disant qu'il allait les mettre en prison, mais qu'ils pouvaient échapper à la prison s'ils accusaient Trump. Il n'a pas réussi dans ses opérations. Et donc l'opération s'est arrêtée là. Tout de suite après, il y a eu une première procédure d'impeachment, de destitution contre Donald Trump, qui a elle-même échoué et qui ne reposait sur strictement rien. Et puis, il y a eu le Covid et la pandémie. Et là, les gens de la nouvelle gauche ont utilisé le Covid pour essayer de produire une fermeture maximale de l'économie américaine, au fin de déstabiliser Trump et au fin d'obtenir que le vote par correspondance soit massif. Et le vote par correspondance massif a permis des fraudes elles-mêmes massives qui ont débouché sur l'élection, entre guillemets, de Joe Biden. Joe Biden a été élu à la présidence de manière frauduleuse, et je dirais que des démocrates eux-mêmes l'admettent, puisqu'il y a un article d'une journaliste démocrate qui s'appelle Molly Ball, qui explique comment ils s'y sont pris. Elle ne dit pas qu'il y a eu des fraudes, elle dit que l'élection a été arrangée, entre guillemets. Et donc, à ce moment-là, les gens de la nouvelle gauche pensaient avoir éliminé Donald Trump. Et ils se sont aperçus qu'ils ne l'avaient pas éliminé, d'où l'opération du 6 janvier 2021, qui a été un piège. Et comme ils n'ont toujours pas réussi à éliminer Donald Trump, puisqu'il est candidat à l'élection présidentielle de 2024 et qu'il a des chances, il sera sans aucun doute même le candidat du Parti républicain, il a des chances de pouvoir gagner si les fraudes ne sont pas massives. Donc, que veulent-ils faire en ce moment? Ils veulent le démolir complètement. Ils veulent, si possible, le mettre en prison. Mais tous les motifs d'accusation qui ont été présentés à Miami et juste avant, par le procureur véreux Jack Smith à Washington, tout cela est complètement sans fondement. Je dirais que
les journalistes qui parlent du sujet dans le contexte français ne savent pas de quoi ils parlent, ou alors s'ils savent de quoi ils parlent, c'est encore plus grave, parce que cela veut dire qu'ils ignorent complètement, d'une part, les lois américaines en vigueur, et d'autre part, les malversations dont se rend coupable l'administration Biden, qui est sans aucun doute la pire administration de l'histoire des États-Unis. D'une part, Joe Biden est un personnage complètement corrompu. Des preuves de sa corruption viennent encore d'avoir été mises au jour. Joe Biden a reçu lui-même 5 millions de dollars de l'entreprise Burisma à l'époque où il était vice-président. Et l'entreprise Burisma, sur sa demande, apparemment, a aussi envoyé 5 millions de dollars à son fils Hunter, ce qui fait 10 millions de dollars en tout. Je dirais qu'un président qui reçoit, au fin qu'il fasse pression sur un gouvernement étranger, en l'occurrence le gouvernement ukrainien, un candidat, un vice-président, à l'époque il était vice-président, un vice-président, maintenant président et candidat, qui reçoit une somme pareille, il y a quelqu'un qui devrait être en prison et qui ne devrait pas être ailleurs qu'en prison. Et je dirais que tout cela, tout ce qui concerne ces 10 millions de dollars, a été révélé au moment où on a annoncé la mise en examen de Donald Trump. La mise en examen de Donald Trump ne repose sur strictement rien. Tout président a le droit de déclassifier tous les documents qu'il entend déclassifier, y compris des documents secrets défense. C'est son autorité. Et tout document emporté par un président hors de la Maison-Blanche est ramené chez lui et empaqueté avant qu'il quitte la Maison-Blanche est par définition déclassifié. Donc Donald Trump n'a aucun document en sa possession qu'il est illégal pour lui de posséder. Quand le raid du FBI à Mar-a-Lago a été effectué, Donald Trump était en discussion avec les archives nationales pour voir quels documents il pouvait leur donner. On accuse Donald Trump d'avoir fait bouger des cartons de documents à l'intérieur de Mar-a-Lago. Je dirais qu'à partir du moment où tous les documents sont des documents qu'il a légitimement en sa possession, s'il fait passer des cartons d'une pièce A à une pièce B, c'est quelque chose qu'il a parfaitement le droit de faire. Il est ridicule de l'accuser de cela. Je dirais qu'on a montré des photos de ces cartons étant dans une salle de bain ou sur une scène. Toute personne qui connaît Mar-a-Lago sait parfaitement que Mar-a-Lago est une propriété immense et que quand il y a énormément de cartons, on peut les stocker à différents endroits. Mar-a-Lago est une propriété complètement sécurisée. Je le sais parce que j'y ai été invité. Quand on arrive à Mar-a-Lago, on doit montrer ses papiers d'identité. Le Secret Service fait une vérification rapide pour voir qu'on n'a pas de problème. Si tout cela n'est pas fait, on ne rentre pas du tout dans Mar-a-Lago. Je dirais que cela fait une énorme différence avec ce que Hillary Clinton a fait. Hillary Clinton a eu des documents classés secrets sur un serveur informatique qu'elle avait fait installer dans la salle de bain de sa maison. Et des milliers de documents classés secrets défense sont passés par ce serveur informatique. Et donc Hillary Clinton, n'ayant pas le pouvoir de déclassifier ces documents, est extrêmement coupable, elle. Je dirais que Joe Biden, pendant qu'il était vice-président des États-Unis, a lui-même emporté des documents classés secret défense et les a mis chez lui et en a même mis dans le garage où il gare sa voiture. Quand Joe Biden utilisait sa voiture, utilisait une Corvette, il laissait la porte du garage ouverte et au fond du garage, il y avait des cartons avec des documents classés secret défense. Donc je dirais que Hillary Clinton et Joe Biden sont coupables d'avoir laissé divulguer
des documents classés secret défense. Donald Trump n'est coupable de rien parce que lui, à la différence de Hillary Clinton et de Joe Biden, était président quand il a pris ces documents. Donc lui avait le droit d'avoir ces documents chez lui. Donc tout cela est un montage complètement fallacieux et scandaleux, destiné à faire un écran de fumée cachant les crimes commis par Joe Biden, les crimes commis par Hillary Clinton, est destiné à déstabiliser la candidature de Donald Trump à la présidence. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un président en exercice, qui ne devrait pas être président en exercice parce qu'il est corrompu et parce qu'il a été convaincu d'avoir emporté des documents classés secret défenseur qu'il n'en avait pas le droit et qu'il a reçu de l'argent d'une entreprise étrangère. C'est la première fois qu'un président illégitime euh, se permet, parce qu'il a une responsabilité très lourde dans cette affaire, se permet de tenter de faire incarcérer son principal candidat à l'élection présidentielle de 2024, une élection présidentielle, pour des motifs complètement inventés et complètement fallacieux. Et je dirais que si des journalistes de langue française faisaient correctement leur travail, ils devraient creuser un peu plus derrière tout cela, parce que ce qui est en jeu dans tout cela, c'est le fonctionnement de la République américaine, c'est les violations de la Constitution des États-Unis, c'est le fonctionnement même de la démocratie américaine qui est gravement déstabilisée. Et la déstabilisation vient non pas de Donald Trump, qui a parfaitement respecté les lois américaines, la déstabilisation vient du Parti démocrate qui est aux mains de la nouvelle gauche. Alors, merci pour cet éclairage historique, mais les deux prochains procès, parce que c'est pas fini, on a vu qu'il y a eu la New York, là on est à Miami, mais vous avez parlé du 6 janvier, et quels sont les deux prochains procès qui vont arriver et qui seront peut-être encore plus mal, quoi. Je dirais que je ne sais pas si ces procès auront lieu, mais en tout cas, le procureur nommé sur décision de l'administration Biden, avec ratification de Joe Biden, le procureur nommé donc sur décision de l'administration Biden par Merrick Garland, le ministre de la Justice, est un procureur qui est aussi chargé effectivement du dossier du 6 janvier. Et pour le 6 janvier, s'il veut procéder à des mises en examen, il peut parfaitement. Vous parlez d'Alvin Bragg, hein. Non, 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 non. Je veux parler de Jack Smith, qui est un procureur complètement véreux, gauchiste, etc. C'est Jack Smith, le procureur spécial, nommé sur décision de l'administration Biden par Merrick Garland, qui a fait mettre en examen Donald Trump pour rétention de documents classés secret défense. C'est de cela qu'il s'est agi à Miami. Et je dirais que donc ce procureur, Jack Smith, est lui-même chargé, en outre du dossier du 6 janvier, et peut parfaitement, dans les semaines à venir, prononcer des mises en examen contre Trump pour le 6 janvier. Et là, je ne sais ce qu'il va inventer, mais ce sont des gens pervers et très imaginatifs. Alvin Bragg, c'est autre chose. Alvin Bragg est un procureur gauchiste qui n'arrête pas de faire relâcher des criminels, qui vient d'inculper un ancien US Marine qui a sauvé la vie de plusieurs personnes qui étaient agressées dans le métro de New York, qu'il a fait inculper pour meurtre, parce que la personne qui l'a empêché d'agresser des gens est morte pendant qu'il essayait de la maîtriser. Et bon, voilà le procureur que c'est. Alvin Bragg, non, accuse Donald Trump de faux en écriture parce que Donald Trump a remboursé son avocat qui avait lui-même versé de l'argent à la suite d'un chantage exercé par une actrice pornographique vieillissante qui essayait de faire chanter Donald Trump avant l'élection de 2016 et était incité à cela par son avocat, un avocat véreux qui s'appelle Michael Avenatti et qui est maintenant en prison pour longtemps parce que Michael Avenatti avait lui-même essayé de faire chanter le PDG de l'entreprise Nike. Et donc, comme le PDG de l'entreprise Nike avait enregistré
ce que disait Michael Avenatti. Michael Avenatti a fini en prison. Voilà, voilà. Donc c'est une histoire sordide. Donald Trump avait remboursé son avocat parce que l'avocat avait déboursé de l'argent. Il en avait parfaitement le droit. Donald Trump n'a aucun rapport avec cette actrice pornographique qu'elle a reconnue elle-même. Et donc le dossier de Alvin Bragg est un dossier lui-même complètement lamentable et qui ne tient pas debout une seule seconde. Vous touchez un point essentiel. Il y a déjà eu un procès avant où elle a reconnu que c'était faux ce qu'elle avait dit. Exactement, exactement. Elle a écrit un texte disant que c'était faux. Je dirais que lors d'un procès qui a eu lieu, elle a été condamnée pour chantage et pour mensonge et elle devait verser des dommages et intérêts à Donald Trump. Donald Trump ne lui a pas demandé de verser les dommages et intérêts à ce moment-là, il lui a juste demandé une lettre de rétractation. Et elle a fait cette lettre. Alors, pour revenir sur les différentes étapes, parce qu'on a vu que pendant qu'il était au pouvoir, là aussi, on n'a pas parlé de la procédure d'impeachment, enfin bon, on a eu tout un tas d'obstacles, et là on continue. Donc, après New York, Miami, alors, on peut situer les deux autres, qu'est-ce qu'on reproche aux deux autres, même si les procès n'auront pas lieu, mais au moins savoir se préparer, disons, psychologiquement disons, à être conscient qu'il a aussi il y a une manœuvre de détournement. Il y a la Géorgie, par exemple. Ah oui, en Georgia, il y a une procureure, et ces procureurs, le procureur Alvin Bragg et la procureure de Georgia sont des procureurs d'extrême gauche qui ont été élus grâce au soutien financier massif de George Soros. Donc ce sont des procureurs qui dévoient la loi. Et je dirais que Alvin Bragg et cette procureure en Georgia, dans le Fulton County de Georgia, sont des procureurs qui ont fait campagne avec un seul thème en disant, si je deviens procureur, je ferai mettre en examen Donald Trump. Voilà, c'était leur programme. Mais Alvin Bragg, vous avez souligné que sa fille fait partie de Non, non, l'équipe non, non, de... c'est pas Alvin Bragg. C'est la fille du juge auquel Alvin Bragg a transmis le dossier. Ce juge est un juge qui est un juge de gauche et sa fille a travaillé pour la campagne de Kamala Harris. La Voilà. connexion avec le Parti Oui, mais démocrate. je comprends qu'on s'y perde parce que c'est très enchevêtré, il y a des choses sordides de tous les côtés. C'est un cloaque, c'est un véritable marécage de gauchistes crapuleux. Mais comment ça se fait que les journalistes ne font pas leur travail d'enquête pour vérifier cette information que vous avez à votre disposition ou que même ici dans nos émissions, on Ben, parle assez régulièrement? je dirais que dans le contexte américain, il y a des journalistes qui font leur travail. Si vous allez sur la chaîne Fox News ou si vous allez sur la chaîne Newsmax, vous avez toutes les informations, tout est disponible. Vous allez sur une multitude de sites d'information en ligne, il y en a beaucoup. Je pourrais citer American Thinker, je pourrais citer Front Page Magazine, qui a été fondé par mon ami David Horowitz. Je pourrais citer PJ Media. Il y a une multitude de sites qui font leur travail. Il y a un grand journal qui s'appelle The Epoch Times qui fait aussi son travail. Un autre journal s'appelle The Washington Times et fait aussi son travail. Bon, donc aux États-Unis, même si 80% de l'information est faite par des journalistes qui sont au service de la nouvelle gauche, de l'information circule. Pas suffisamment, hélas, mais elle circule. Ceci étant dit, des chaînes comme CNN ou MSNBC, et même les grandes chaînes, ABC, CBS et NBC, sont des chaînes qui sont complètement tenues au niveau informationnel par la nouvelle gauche. Donc l'information ne circule pas. Dans le contexte francophone, dans le contexte français ou dans le contexte québécois, pourquoi est-ce que les journalistes ne font pas leur travail d'information? Pourquoi ils refusent de voir certains documents? Je pense que c'est parce que ce sont essentiellement des militants de gauche. Ce ne sont pas des gens qui font un travail d'information. Ce sont des gens qui sont au service d'une cause. Et ce sont donc des gens qui refusent de faire un travail d'information digne de ce nom. Ce ne sont pas des journalistes d'information. Si c'était des journalistes d'information, ils regarderaient tous les documents. Tous les documents sont
à leur disposition. Ils peuvent disposer de tous les documents s'ils le veulent. Donc s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Alors vous dites que les États-Unis seront-ils bientôt une dictature gauchiste, c'est le titre de votre dernier article. Oui, Donc vous pensez que comme le régime communiste, je rappelle le livre noir du communisme, ou comme différentes dictatures que le XXe siècle a connues, on est dans une période fondamentale, c'est-à-dire que si les élections 2024 se passent mal, alors vous parliez de problèmes plutôt liés au vote à distance et non pas des machines électroniques. oui, Quels non, c'est sont le les vote. Ce qui est en cause, c'est essentiellement le vote par correspondance. D'accord, parce que c'est important de montrer quels sont les moyens de lutter contre cette fraude. Mais je dirais que la meilleure façon de lutter contre la fraude, c'est déjà de mettre à jour les listes électorales. Cela évitera qu'il y ait des gens qui sont décédés depuis 10 ou 20 ans qui votent, qui sont censés voter. Cela évitera que des gens qui n'ont pas le droit de vote puissent voter. Cela évitera que des bulletins de vote qui ont été envoyés à de fausses adresses puissent être utilisés dans le cadre du vote par correspondance. Je dirais qu'il faudrait revenir à un système de vote où les gens vont voter en montrant leur papier d'identité le jour du vote. Voilà. Que, Ça serait très simple de faire cela et je dirais que les démocrates, ils sont bien entendu totalement hostiles. Parce qu'on avait identifié 6 États où il y avait vraiment eu des... On parlait à 20 heures, Trump était en tête, et puis à 22 ou 23 heures, c'était l'inverse, où il mettait à Non, recompter... non, ça a été pire. Lors de l'élection de 2020, j'étais chez des amis à Los Angeles et on s'apprêtait à fêter la réélection de Trump. Et vers 21 heures heure de Los Angeles, donc minuit heure de Washington, tout le système, le décompte des voix dans 6 États s'est complètement arrêté. Et donc, je dirais qu'à partir de là, tous les gens avec qui j'étais disaient il va y avoir un coup fourré, ils vont faire quelque chose. Et donc, pendant que- 3 heures, le comptage des voix s'est arrêté. Et miraculeusement, entre guillemets, pendant ces 3 heures, on a trouvé assez de voix pour faire passer Joe Biden devant. Mais est-ce que l'électronique n'a pas été un outil à ce moment-là parce qu'on parle de plusieurs centaines de milliers de voix, là? Oui, mais je dirais que non, non, il suffit. En Pennsylvanie, par exemple, on sait que des camions sont arrivés avec des cartons pleins de voix de vote par correspondance. Incroyable. Et il n'y a aucun journaliste qui a relevé ça. Ah, si, si, aux États-Unis, ça a été relevé par les chaînes dont j'ai parlé, des choses comme ça. Mais hors des États-Unis, non, les journalistes sont devenus soudain aveugles et sourds. Que ça veut Et dire que bon, voilà. les journalistes francophones ne parlent pas ou ne lisent pas l'anglais? Non, ça veut dire qu'ils ne veulent pas donner l'information. Ah, voilà, c'est important. Et pourriez-vous nous rappeler les prochains, disons, on a parlé de la Géorgie, donc là, ça sera sur Washington, je crois, mais Oui, non, l'autre... non, mais oui, en Georgie, en Georgia, la juge s'appelle Fannie Willis. Elle avait dit qu'elle prononcerait des chefs de mise en examen de Trump au mois d'août. Le procureur Jack Smith, je ne sais pas ce qu'il va faire. Bon, ils peuvent encore effectivement procéder à une multitude de demandes de mise en examen de Trump. Mais je dirais que si l'on regarderait les résultats, les électeurs ne sont pas dupes. Au contraire, plus on met Trump en examen, plus il monte dans les sondages. Ça C'est ce que devrait... j'allais dire, oui, c'est vrai. Alors, vous êtes conscient, que vous l'avez dit, que c'est exceptionnel. Euh, la politique, rapidement pour conclure, parce que malheureusement on n'a plus assez de temps là, mais la politique étrangère au niveau du Proche-Orient, Moyen-Orient, c'est-à-dire par rapport au projet d'Abraham, et puis là par rapport à la guerre en Ukraine, Biden là aussi, on va dire, traîne les pieds hein, pour aller aider Zelensky, et on a vu un camp pro-Poutine se développer en Occident Oui, assez oui. important. Oui, tout à fait. Bah, je dirais que la politique étrangère de Biden est une politique extrêmement dangereuse, extrêmement frelatée. Ça demanderait toute une émission pour en parler, parce qu'il faudrait parler de l'Iran, il faudrait parler du Proche-Orient, il faudrait parler de la Chine, il faudrait parler de Taïwan, il faudrait parler de la Corée du Nord. Il y a une multitude de domaines qui devraient être abordés. Pour ce qui concerne l'Ukraine,
Je dirais qu'en deux mots, Joe Biden a décidé d'aider l'Ukraine contraint et forcé. Il était prêt à abandonner l'Ukraine à Poutine et c'est uniquement parce que l'armée ukrainienne et Volodymyr Zelensky ont résisté et parce qu'ils en ont fait, et parce que Volodymyr Zelensky a fait appel à l'opinion internationale qu'il a fini par aider l'Ukraine. Mais il y a du matériel militaire dont les États-Unis disposent qui aurait pu être livré à l'Ukraine et qui aurait permis une victoire effective de l'Ukraine. Ce matériel n'a pas été livré. Et donc, Joe Biden, tout en livrant du matériel à l'Ukraine, n'a rien fait pour que l'Ukraine remporte une victoire nette et rapide. Donc, son comportement est un comportement très douteux. Dans le contexte occidental, ce que l'on peut voir actuellement, c'est que la propagande russe fonctionne très bien. Je dirais que Vladimir Poutine consacre à peu près 1 milliard de dollars par an à financer de la désinformation dans le monde occidental. Et je dirais que ce 1 milliard de dollars ne semble pas être perdu. Il y a beaucoup de gens qui se font ou bien les propagandistes volontaires ou involontaires de la Russie, ou bien les idiots utiles de la Russie. Mais c'est vrai que je ne peux que regarder avec un profond dégoût le fait que des gens puissent soutenir un criminel de guerre, et je dirais que Vladimir Poutine est un criminel de guerre depuis longtemps. Je dirais qu'au moment de son arrivée au pouvoir, il a mené une politique d'extermination en Tchétchénie et il s'est appuyé pour mener cette guerre en Tchétchénie sur des attentats qu'il a fait organiser à Moscou par des gens du KGB devenu FSB qui ont tué des Russes à Moscou. Vladimir Poutine est un criminel et il doit être défini comme tel. Vladimir Poutine est un dictateur, il doit être défini comme tel. Il a fait éliminer des journalistes comme Anna Politkovskaya, il a fait éliminer à la mitraillette ou à l'empoisonnement des opposants politiques. Vladimir Poutine est quelqu'un qui devrait être éliminé. C'est un danger pour le monde actuel. Si vous regardez la télévision russe, je parle russe et cela m'arrive, mais à un certain moment, j'arrive au dégoût. Cette télévision est une télévision qui aurait rendu Joseph Goebbels fier. Je dirais qu'on a des disciples de Joseph Goebbels qui appellent explicitement à l'extermination de la population ukrainienne et au fait de rayer l'Ukraine de la carte du monde. Soutenir des gens qui tiennent de tels propos est digne des collaborateurs de l'époque nazie. Vous soulignez que c'est, pour finir, que la contre-offensive ukrainienne a débuté, mais on voit bien qu'en faisant sauter les différents barrages et les différents obstacles, les champs de mines, enfin tout ce qu'il a pu installer, on voit bien que ça va être difficile. Est-ce que vous pensez que, avec de la fourniture des différents matériels, que l'Ukraine va pouvoir résister et même éventuellement reconquérir certains territoires? Je pense que l'Ukraine va reconquérir certains territoires. Je ne suis pas certain en ce moment que l'Ukraine a tous les moyens pour gagner. Je souhaite simplement que l'Ukraine gagne. Je dirais que simplement, si l'administration Biden avait donné des F-16, l'Ukraine disposerait de moyens de couverture aérienne qui seraient indispensables pour mener une offensive efficace. Et je dirais qu'en ayant donné à l'Ukraine des HIMARS bridés qui ne peuvent pas aller au-delà de 80 km, alors que normalement ils pourraient aller à 300 km, en ayant refusé de donner des attaques MS qui permettent aussi d'aller à 300 km, l'administration Biden a retardé la possibilité que l'Ukraine gagne et a rendu l'offensive ukrainienne contre les troupes d'occupation russes beaucoup plus difficile. Cela va coûter des vies humaines chez les Ukrainiens, cela va coûter des vies humaines chez les Russes, parce que Poutine n'hésite pas à envoyer des jeunes Russes servir de chair à canon sur le front. Et je dirais que Poutine est un personnage abominable et monstrueux, et les gens qui peuvent soutenir Poutine de quelque façon que ce soit sont eux-mêmes abominables et monstrueux. Est-ce que vous pensez que Poutine, pour finir, peut utiliser l'arme atomique? Je ne pense pas
qu'il irait jusqu'à utiliser l'arme atomique, parce que je pense que s'il utilisait l'arme atomique, cela susciterait une riposte nécessaire de l'OTAN. Je ne le pense pas non plus parce que la Chine ne veut pas qu'il utilise l'arme atomique, parce que la Chine sait parfaitement ce qui résulterait. Mais je dirais qu'au degré de fanatisme auquel est Vladimir Poutine actuellement, je pense qu'il est difficile d'exclure quoi que ce soit. Le fait qu'il ait fait détruire le barrage de Nova Kakhovka est quelque chose qui aurait pu paraître impensable dans le passé. Je dirais que c'est une catastrophe humanitaire, humaine euh, et environnementale. Je dirais que les conséquences de la destruction de ce barrage sont absolument immenses. Vladimir Poutine l'a fait pour raccourcir le front et pour freiner l'armée ukrainienne, mais je dirais qu'il va y avoir une pollution de toute la mer Noire et je dirais que le comportement de l'armée russe par rapport aux victimes de l'inondation qui résulte est un comportement d'une armée absolument criminelle. Vladimir Poutine fait tirer sur les canaux pneumatiques des gens qui essaient de secourir des victimes. Et je dirais que quand il y a une catastrophe et qu'on tire sur des secouristes, on atteint vraiment le degré de la lie de la Terre. Bon, merci Monsieur Guimière de nous avoir accordé un moment et de nous avoir éclairé sur la campagne politique aux États-Unis et en même temps sur l'Ukraine. Vous sortez un livre sur la France, donc on reviendra vers vous prochainement. Qui peut sauver la France? Vous êtes aussi assez pessimiste. Donc, Je suis très pessimiste pour l'avenir de la France. Je le suis un peu moins sur les États-Unis, mais le livre que j'ai publié l'automne dernier sur les États-Unis, après la démocratie, est plus que jamais d'actualité. Je dirais qu'on voit parfaitement que les démocrates, la nouvelle gauche, menacent la démocratie, menacent la République aux États-Unis. très bien. Merci beaucoup, Monsieur Guimière. Merci, messieurs, dames, et à une prochaine émission.